Quand on parle de biodiversité, eh bien, on a besoin du noir, on a besoin de l'obscurité. Et je vous propose de commencer la table ronde avec un contre-jour. Un contre-jour qui... On a un peu de lumière diffuse peut-être, parce qu'il y a encore des gens qui sont dans les allées. Donc quand les gens vont être tous assis, on va pouvoir faire le noir sur la voûte. Voilà. Et à ce moment-là, vous n'allez plus voir nos visages. Vous allez nous voir en contre-jour. Et si vous regardez bien les projecteurs qui sont au-dessus de la scène, ils ont un dégradé du blanc-chaud au centre à un ambre sur la droite et la gauche. Avec la lumière, on peut modifier l'attitude des animaux et on sait qu'on a un impact avec l'éclairage artificiel. On va repasser évidemment à un mode un peu plus éclairé pour suivre nos présentations, mais c'était juste pour voilà, commencer avec un peu de lumière. La première personne que nous allons accueillir est Nicolas Vallet, qui va nous parler qui est ingénieur écologue, directeur de Audicité Biodiversité. C'est un bureau d'études, de conseil, de formation dans le domaine de l'environnement, du développement durable, de l'urbanisme, de la biodiversité et de la transition énergétique. Et on va lui poser la question, comment connaître la biodiversité de son territoire? Monsieur Vallet, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc on a 20 minutes devant nous, on va parler biodiversité au niveau d'un territoire. Et je vais vous présenter différentes méthodes, finalement, différentes approches pour connaître un peu la faune et la flore qu'on a sur différents secteurs. Mais avant de se lancer dans cette approche méthodologique, on va d'abord commencer par une petite prise de recul, puis trois méthodes différentes pour mettre en avant la biodiversité. Une chose un peu différente, la modélisation, mais qui concerne également l'éclairage. Et une dernière présentation sur les sciences participatives. Alors forcément, avant de se lancer dans une étude, il convient de se poser la question, quel est le sujet de l'étude? Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec qui? Quels sont les délais de l'étude? Qui va nous entourer? Et forcément, quel est le budget associé? Se poser les bonnes questions avant de se lancer. Déjà, se poser la question, c'est quoi mon territoire? Parce qu'un territoire d'un parc naturel, régional ou national, n'est pas la même chose qu'une communauté de communes ou un secteur bien défini au niveau d'une collectivité. Donc se poser la question finalement du périmètre de l'étude, parce que la méthodologie sera différente. Alors forcément, la question de la durée de l'étude, de la surface, quelle qualité, quels résultats on souhaite obtenir, et forcément le coût associé. Donc toujours se poser les questions avant de se lancer. Donc dès lors qu'on a l'idée, les partenaires, on y va, et après on attend forcément les résultats. Alors je vais vous donner un exemple avec des comités de communes ou alors des communes. Donc quand le périmètre est défini, on va attaquer par une approche des zonages institutionnels. Donc sur un territoire, on peut retrouver énormément d'éléments liés à la faune et la flore, comme par exemple les zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, donc des secteurs identifiés sur les territoires qui accueillent une biodiversité intéressante, faunistique ou floristique, donc vraiment des éléments inscrits dans le territoire. Donc comme là par exemple, on le voit ici, avec pas mal de zones identifiées. Donc là, ce sont des zones naturelles d'intérêt reconnues, hors site Natura 2000, et sur ce même secteur, on peut regarder si on a des sites, donc niveau européen. Donc là, par exemple, on peut également en retrouver. Donc on le voit déjà avec 2 diapos, on a des secteurs qui ressortent au niveau du territoire. On a d'autres éléments qu'on peut consulter, comme les schémas régionaux de cohérence écologique, où là, on va avoir des cœurs de nature, des corridors fonctionnels ou à renforcer. Donc là, on a déjà un maillage qui apparaît au niveau du territoire. On peut continuer cette approche finalement institutionnelle avec d'autres fonds de cartes, d'autres données, comme les zones à dominante humide. Donc là, on est sur une commune, par exemple. On va mettre en avant des territoires, des parcelles qui présentent un caractère humide. Donc forcément, également, un enjeu pour la faune et la flore. On a une autre approche qu'on peut avoir, qui est celle de l'occupation du sol. Donc pareil, sans même aller sur le terrain, on a des données, par exemple la BD Topo, le RPG, Corinne Landcover, donc tout un jeu de données différentes qui nous permet de savoir quels habitats on va retrouver sur un site. Donc là, c'est une base de données de la région Hauts-de-France. Donc on va directement mettre en avant si on a des prairies, des forêts,
des plantations, le milieu urbain, des vergers. Donc on a également des éléments qui ressortent. Donc là avec Arch, mais également avec une autre source qui est Corinne Landcover. Donc pareil, sans m'être déplacé sur le terrain, j'ai déjà beaucoup d'éléments faunistiques et floristiques qu'on met en avant. On peut aller plus loin dans l'approche avec, là, cette fois-ci, la réalisation d'inventaires. Donc là, ce sont des écologues qui vont aller sur site avec des méthodes différentes pour rechercher des espèces particulières. Mais avant de lâcher finalement les écologues sur le terrain, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas déjà de la donnée bibliographique? Donc on va faire le point sur les connaissances au niveau du territoire. On va dresser une liste d'habitats ou d'espèces intéressantes qui sont déjà présentes, qui ont déjà été recensées. À partir de ces habitats, on aura des espèces particulières. On va se dire, par rapport aux inventaires classiques qu'on va réaliser, on va peut-être adapter aussi certaines méthodes pour les rechercher ces espèces. Finalement, cette phase permet de ne pas courir dans tous les sens. On sait déjà ce qu'on a sur le territoire. On va forcément mettre en avant d'autres choses, mais on connaît déjà les enjeux principaux. Donc dans les données bibliographiques, donc là c'est un exemple avec les Hauts-de-France, on a beaucoup finalement pas mal de sources qu'on peut aller consulter, comme les sites internet de la DREAL, les données naturalistes des associations, donc ici le Rhin avec le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. On peut avoir la LPO par exemple, enfin, pas mal d'associations, donc forcément en fonction de votre secteur, les associations sont différentes. On peut aussi avoir des informations auprès des conservatoires botaniques, l'OFB également. Voilà, donc un panel finalement d'organismes qu'on peut consulter. Ils ont de la donnée, enfin pas forcément, mais s'ils en ont, on peut au moins la recueillir. Alors ça se traduit sous, donc là en première colonne, différentes communes. On a un nombre d'espèces végétales qui ont été citées dans la bibliographie. On a certaines qui sont protégées. On a la liste de ces espèces et on peut également les localiser. Donc là sur cette carte, on voit des différentes espèces floristiques localisées au niveau du territoire. Donc là, je continue mon discours. J'ai toujours pas été sur le terrain, mais on a déjà énormément d'informations qui sont mises en avant. Après, on va sur le terrain, donc on ne le fait pas n'importe comment. On va se dire qu'est-ce qu'on va rechercher. On va faire des inventaires, cartographie des habitats. On peut faire des inventaires sur les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, enfin énormément de choses, avec des méthodologies forcément qu'on va adapter en fonction des espèces, si c'est le jour, la nuit ou la période de l'année. Alors quand on parle de période de l'année, en fait, on peut faire des inventaires un peu tout le temps. Il y a quand même une grosse période qui ressort en termes de période optimale, donc entre mars et fin septembre, mais on le voit même en période hivernale, donc en vert, on retrouve des espèces sur cette période plus froide. Donc si on se dit on va faire qu'une période, on loupe forcément d'autres choses. Quand on est sur les études réglementaires, c'est un an d'études. Quand on est sur d'autres typologies d'études, d'où la première diapo se pose la question qu'est-ce qu'on va étudier, eh bien, on va peut-être cibler une espèce particulière à une période de l'année pour être sûr de la rencontrer et se poser la question est-ce que c'est le jour ou la nuit qu'on fera les inventaires. Donc forcément, quand on fait les inventaires faune-flore, on aura différentes espèces et certaines ont un intérêt tout particulier. On les appelle les espèces patrimoniales ou protégées. Alors patrimoniales, il y a des listes rouges qui existent en France, donc qui mettent en avant des espèces qui sont disparues, menacées, quasi menacées, communes. Donc on fait le tri finalement dans toutes ces espèces et on peut mettre en avant celles qui sont avec un statut, on va dire, défavorable. Et à côté de ça, on a les espèces réglementées, protégées, niveau national ou régional. Donc les écologues vont sur le terrain, font des inventaires. Tout d'abord la cartographie des habitats, ce qui nous permet d'avoir là une vision très fine des habitats présents. Donc si on a des prairies, donc on va les qualifier avec une nomenclature particulière, donc Corinne Biotope ou EUNIS. Donc c'est vraiment une nomenclature qu'on utilise partout en France, donc on a la même typologie. Ces habitats, on peut même les hiérarchiser, les classer. On voit donc sur le graphique de gauche qu'on a les habitats majoritaires, certains qu'on va retrouver mais qu'à certains endroits. Et les habitats ont également des enjeux. Donc on a les habitats patrimoniaux. Donc quand on fait le zoom sur cet habitat, on peut se dire cet habitat-là, il y a un enjeu tout particulier, parce qu'on ne le retrouve qu'à cet endroit. Donc dans les inventaires, on fait les inventaires sur la flore. Donc on les met en avant, on localise les espèces d'intérêt, on les quantifie, on regarde également les espèces exotiques envahissantes, qui font quand même partie des 5 premières causes mondiales de disparition de la biodiversité, donc on les localise également. On fait des inventaires sur les insectes, les amphibiens,
les oiseaux, les chauves-souris, enfin, beaucoup de choses, mais pareil, se pose la question, qu'est-ce qu'on va rechercher? On les cartographie, donc là c'est une cartographie des amphibiens qui est présentée. On fait la même chose avec les chauves-souris, et finalement on va se retrouver avec tout un jeu de cartes, avec des espèces, non français, non latin. Donc quand on est dans ce domaine, on s'y retrouve assez facilement, mais quand on n'y est pas, on va se dire, mais comment je peux faire le bilan sur mon territoire? Quels sont les enjeux au final? Donc on va classer un petit peu tout ça avec différents niveaux. Un niveau très faible, faible, modéré, fort, très fort. On va hiérarchiser les enjeux. On définit une méthodologie. Donc c'est propre à chaque bureau d'études finalement. Mais bon, on se retrouve classiquement. Donc là on a le schéma en bas à gauche qui représente les enjeux donc, sur le territoire en fonction des espèces protégées, patrimoniales. On peut faire une méthodologie qui va agréger tous ces éléments-là pour en sortir une carte globale au niveau d'un site. Donc là, typiquement, c'est un exemple de nomenclature. Donc là, on a identifié différents habitats, on a mis les enjeux associés et l'explication derrière pourquoi ces habitats sont en jeu. Donc sur le territoire, quand on a fait ce bilan, on peut même faire des graphiques. On se dire, bah, sur moi, mon territoire, j'ai une flore qui est vraiment intéressante, qui ressort. Les chauves-souris, des mammifères, un peu moins sur d'autres sujets. Donc ces explications, ça ne veut pas dire qu'on va écarter les zones où il y a moins d'enjeux, c'est peut-être que l'habitat n'est pas présent et qu'on peut mettre en place des actions spécifiques, mais finalement on a déjà une image assez fine là, du territoire. Et d'un point de vue visuel, on la cartographie. Donc sur le secteur, ici, on a vraiment une cartographie qui présente les enjeux faibles jusque très forts, et on met vraiment en avant les habitats qui présentent un intérêt tout particulier. Alors pour aller un peu plus loin, on peut parler de modélisation, parce que les inventaires nécessitent du temps, des écoles sur le terrain, donc forcément le budget n'est pas neutre, et quand on a des territoires très grands, là, ce système-là devient très vite compliqué. Petit exemple, on a accompagné 5 parcs nationaux dans un projet, on n'allait pas faire ce type d'inventaire. Donc on part sur de la modélisation. Donc on va s'appuyer sur les données bibliographiques, on peut faire quelques inventaires à des endroits bien spécifiques, et une fois qu'on a bien défini les espèces cibles en fonction des différents habitats qu'on peut avoir, habitats sur des espèces typiques par exemple de forêt ou de prairies, on peut modéliser finalement les zones de présence de ces espèces, et d'un autre côté, on a déjà des trames qui apparaissent. Donc ça c'est un exemple de modélisation. On peut en faire d'autres, ici par exemple sur la perdrix rouge ou la perdrix grise. Donc on commence à modéliser, on a même une idée d'effectifs, des populations isolées également. Donc la modélisation permet d'avoir des informations sur la dynamique des populations, donc la taille des populations, les probabilités d'extinction entre les patchs, les mouvements de dispersion, les flux, même des questions de génétique, ce sont des populations génétiquement identiques ou séparées. Donc la modélisation permet d'apporter tous ces éléments-là. Voici encore un autre exemple de modélisation. Et donc de nouveau, grâce au modèle, on met en avant des trames. Donc là, on est sur une approche qui est, je dirais, vraiment scientifique. Et quand on travaille au niveau d'un territoire pour mettre en avant la faune, la flore et la biodiversité, n'oublions pas également les habitants. Donc pour ce faire, on a en France les sciences participatives. Alors, sciences participatives, qu'est-ce que c'est? Il y a le côté science, donc vraiment recherche scientifique, avec des protocoles qui sont identifiés, et participative, parce que là, on a le citoyen qui va venir participer aux inventaires. Donc il en existe énormément. Donc là, j'ai juste mis un exemple des différentes sciences participatives qui existent en Isère. On a le Muséum d'histoire naturelle, avec Viginature, qui chapeaute beaucoup de systèmes de sciences comme celui-là, comme par exemple Vigikiro, où là des gens vont faire des inventaires sur des carrés bien définis chaque année, et on a une vision à l'échelle nationale. Et il y a une science participative qui peut vous intéresser également, qui est les ABC, donc Atlas de la biodiversité communale. Donc c'est une démarche française, donc là en juillet 2020, quasiment 2300 communes avaient fait le pas, 273 projets, donc on a quand même énormément de communes qui ont fait cette démarche. Donc c'est une démarche qui est portée par l'OFB, et on va retrouver finalement les étapes que je viens de présenter. C'est la même démarche. On va rassembler, analyser les connaissances, définir les besoins, se poser des questions avant de se lancer. On réalise des inventaires, on cartographie les enjeux. Là où ça change, on anime la démarche auprès du grand public. On se concerter pour la mise en place d'actions, voilà un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux enjeux qu'on a mis en avant.
On restitue les résultats, forcément, il y a la communication, et on peut intégrer tous ces éléments dans les décisions et les politiques publiques. Quels que soient les projets, finalement, c'est la donnée qui est disponible. Donc ces atlas ont pour objectif de sensibiliser, donc sensibiliser pas mal d'acteurs, hein, les élus, les acteurs socio-économiques, les citoyens, donc les sensibiliser à la biodiversité, mieux connaître la biodiversité sur le territoire, donc d'une commune, ou ça peut être un peu plus grand, identifier les enjeux spécifiques, comme j'ai pu le présenter, et faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place de politiques communales ou intercommunales. Alors, un exemple en photo. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté sciences participatives où les gens viennent le jour, la nuit, des adultes, des jeunes, finalement un but commun et être présent pour son territoire. Voilà, donc ça c'est quelques exemples de sciences participatives. Donc l'ensemble de ces éléments, l'approche cartographique, l'approche de terrain, modélisation, les sciences participatives permettent finalement de remonter énormément d'informations et de connaître son territoire, les enjeux en termes de faune et de flore. Voilà. Et je vous remercie. Merci Monsieur Vallet.